Bien, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour notre webinaire Exiger sans harceler, quelle marge de manœuvre pour manager en 2023. Nous sommes ravis, Dorothée et moi, de vous accueillir pour ce moment de partage. Webinaire qui s'inscrit dans un contexte sur lequel on reviendra. Mais avant de commencer, on vous propose pour se mettre en route, de vous partager un sondage auquel vous pouvez avoir accès dès maintenant sur la droite, je crois, hein, Cécilia, de votre écran, pour finalement rentrer un peu dans le sujet avec nous et partager sur les grands items de tension, Dorothée, qui existent autour du sujet qu'on va partager. Tout à fait. Donc derrière la notion d'exigence, on pense aussi souvent à la notion de tension et donc on vous invite à en choisir 4 parmi les 8 que avez envie de dire aujourd'hui, c'est d'abord ceux-là qui s'imposent à moi ou au périmètre sur lequel, je travaille ou avec l'équipe avec laquelle je travaille. On reviendra en partie 3 sur, ces niveaux de tension et surtout sur les grandes caractéristiques de ces 8 tensions que vous avez sous les yeux. Donc ces 8 tensions, le travail dans l'urgence évidemment, hein, en ce moment c'est particulièrement, féroce du point de vue de la gestion du temps. Les marges de manœuvre faibles. On reviendra sur cette histoire de marge de manœuvre très, très importante, dans le cadre de situations de tension et Tout à donc fait. d'exigence dans un contexte. Vous verrez que c'est un élément, éclairant pour comprendre ce qu'il y a à faire. Le niveau élevé d'exigence, par rapport aux compétences de l'activité. Évidemment, quand il y a un mouvement comme ça, un déplacement, entre, les enjeux et les compétences qu'on a, ça peut créer évidemment des tensions. 4e item, le sentiment d'isolement. Le 5e item, difficulté face au passage au numérique et à de nouvelles méthodes de travail. L'anticipation concertée des changements qui reste faible. Donc cette Mmh. idée de voir, hein, passer les choses, trop tard ou de ne pas les avoir suffisamment anticipées, nous, en tant qu'employeurs, managers, DRH, et donc de mettre nos collaborateurs et les équipes face à des ruptures très rapides. Le réalisme des objectifs. Évidemment, en ce moment, c'est un vrai sujet, vu le contexte. Et puis, un sujet passionnant et très d'actualité intergénérationnelle, c'est cette fameuse perte de sens, le sens du travail, le sens au travail, le sens de la vie en général. Voilà. Pourquoi on fait tout ça? Est-ce que tout ça a du sens au vu de ce qui se passe? Et là, vous avez 8 items qui sont sources de tension au travail. Et comme on va articuler notre webinaire sur ce mouvement très sensible entre les risques psychosociaux générés évidemment par ces situations et l'enjeu d'exigence qui Tout à continue fait. d'être un enjeu dans les entreprises, voilà, on vous propose de rentrer dans notre webinaire par ce sondage. Cécilia, qui nous accompagne, que vous ne voyez pas, mais qui est toujours là pour tous nos webinaires, est en régie pour nous, et Cécilia donc travaille sur, regarde le sondage évoluer. Cécilia, est-ce que les sondeurs répondent, ou est-ce qu'il faut encore un peu de temps, ou est-ce qu'on peut rentrer dans notre webinaire? Alors, j'ai des réponses. Le thème de tension le plus choisi pour le moment est le travail dans l'urgence à 22%, suivi par les marges de manœuvre faibles et l'anticipation concertée des changements qui restent faibles à 19%. Ensuite, nous avons le niveau élevé d'exigence compétence de mon activité, l'anticipation concertée des changements qui reste faible également. Peu de sentiments d'isolement, Très bien. peu de difficultés Très face au passage du numérique, Très bien, peu de perte de sens. très bien. Mais Super. voilà, ça se régule un peu. Super, très bien. Écoutez, merci Cécilia. Je ferme donc les votes. Et merci, les votes sont fermés. On y reviendra. Merci, soyez les bienvenus dans notre webinaire. Donc, Dorothée. Bonjour à tous, Dorothée, je suis responsable management responsable et QVCT chez Chronos, au sein d'une grande équipe qui, depuis 30 ans, accompagne les managers sur leur métier. Voilà, Dorothée qui est une grande spécialiste de la question de la QVCT depuis une trentaine d'années Tout maintenant, hein, à fait. avec des postes à responsabilité dans des instances qui ont porté tous ces enjeux de politique de qualité de vie au travail en France depuis très longtemps. Et nous avons la chance qu'elle nous ait rejoint il y a quelque temps maintenant pour développer cette offre à côté de nos clients.
offre qui s'inscrit dans management et QVCT, c'est le nom, parce que nous, ce à quoi on croit, c'est la dynamique entre cette réglementation et cet enjeu d'évolution de société, et en même temps la dynamique managériale du quotidien. C'est ça. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est le et non pas le ou. Moi, je suis Pierre Egido, je suis le patron de Chronos depuis 14 ans, 20 ans de conseil et de formation en management. Et nous sommes toujours au contact de nos clients, et on a vu émerger ce sujet il y a un petit moment maintenant, et on s'est dit, ce serait chouette qu'on en parle parce qu'on en parle avec nos clients, on aimerait bien prendre la parole. Alors, on a pris la parole déjà une première fois sur ce sujet à la rentrée de septembre, puisque ce webinaire auquel vous assistez est finalement la suite d'une intervention qu'on a faite au Human Day à Lille. On a pris la parole sur cette question-là lors d'une conférence, et on a décidé de la continuer, cette parole, lors de ce webinaire. Donc, autour de 3 grandes idées. Pourquoi ce sujet? Très rapidement. Ensuite, on verra de quoi on parle quand on parle de RPS et d'exigence, parce que finalement, en comprenant bien de quoi on parle, on va pouvoir bien comprendre ce que l'on doit faire. Et puis, comment on fait évidemment pour avancer sur cette question-là? Est-ce qu'on peut avancer sur cette question-là? Alors, pourquoi ce sujet? Il y a 4 points de connexion avec le contexte. D'abord, vous le savez, vous le vivez, la rentrée sociale et économique est extrêmement tendue. Mmh. Elle est tendue au niveau économique dans un certain nombre de secteurs, particulièrement un grand secteur qui s'appelle le retail, qui souffre quand même pas mal, quels que soient d'ailleurs les segments de marché qu'ils occupent, hein. Nos clients du retail sont chahutés par l'inflation, sont chahutés par l'augmentation des tarifs, sont chahutés par les consommations différentes, sont chahutés par plein de choses. Et puis il y a aussi un contexte géopolitique. Malheureusement, on est tous au contact de ce contexte, et forcément, ça crée une tension particulière qui amène les entreprises à soit agir en réaction à des difficultés économiques et sociales qui sont déjà présentes, soit à commencer à les anticiper. Et donc, l'idée évidemment, c'est que ce sujet ne naît pas comme ça ex nihilo de la tête de Dorothée et moi, mais qu'il s'inscrit bien dans une dynamique particulière. Le Tout à deuxième. Oui, effectivement, et face à cette, tension, qu'elle soit tension économique, mais même ce modèle, économique, ce modèle productiviste qui semble toujours nous dire plus au numérateur avec moins au dénominateur. Déjà depuis plus de 10 ans, 15 ans, on s'est posé la question d'un environnement de travail qui soit de qualité. On a eu effectivement donc toutes ces mouvements, ces plans d'action autour de la qualité de vie au travail, et puis effectivement est arrivé le C. Parce que quelque part, l'idée c'est de regarder aussi comment cette exigence fait néanmoins santé ou ne fait pas santé au sein même du C, du contenu du travail, des conditions du travail. Donc aujourd'hui, on aura l'occasion aussi de reparler un peu de ce qui fait santé dans la QVCT. Donc on est dans un contexte de rentrée sociale et économique extrêmement tendu. On a un législateur qui a rajouté le C récemment, il y a 1 an et quelques, en disant: «Attendez mesdames et messieurs, je crois qu'on s'est pas compris. La QVCT, c'est pas baby-foot, machin et cetera, c'est conditions de travail. Il faut travailler sur les conditions de travail». On a un 3e élément de contexte qui nous dit qu'il y a une inflation à 4,5 dans l'expérience collaborateur, qu'il y a, là ce sont les chiffres de l'INSEE de septembre, hein, qu'on a une croissance à 0,5, qu'on a un taux de chômage à 7,2. Alors pour ceux qui s'intéressent un peu à la macroéconomie, faut savoir qu'à 7% de chômage, on parle de plein emploi, hein, d'un point de vue économique. Donc, on n'est pas en plein emploi pour tous ceux qui n'en ont pas évidemment, mais en revanche, on est d'un point de vue macroéconomique en plein emploi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des tensions sur le marché du point de vue des recrutements. Je lisais encore ce matin un article là-dessus, sur des secteurs d'activité très tendus du point de vue, en fait des mouvements, hein. C'est-à-dire que on travaille beaucoup sur l'expérience collaborateur parce que l'IA, l'intelligence artificielle dont on parlait hier dans une autre intervention, autour de ChatGPT, permet de personnaliser, mais aussi parce que c'est la guerre des talents, la fameuse guerre des talents. Le terme guerre est très mal approprié vu le contexte géopolitique. Nous ne sommes pas en guerre, en revanche, il y a une grosse compétition entre les entreprises dans les mêmes secteurs. À proposition égale, il y a des enjeux, et évidemment, on attire les gens avec de l'argent et des conditions de travail. Il y a une étude là qui vient de sortir récemment, pilotée dans le secteur de l'assurance, qui montre que les premières raisons pour lesquelles les gens quittent aujourd'hui une entreprise, ce n'est plus la rémunération, ce sont les conditions de travail, l'équilibre vie pro, vie perso. Et donc on est vraiment dans un moment clé où si on est entreprise chahutée par ce contexte et que l'on doit
réussir à aller chercher toujours plus de performance avec cette contrainte d'une expérience collaborateur toujours plus réussie, finalement, on doit trouver un équilibre autour de ce fameux problème que nous on rencontre quand on forme des managers toute l'année, qui est la politique de la carotte et du bâton. Le modèle managérial un peu classique qui est né des sciences de gestion dans les années 50, 60, 70, qui a trouvé tout son essor dans les années 80, 90, c'est la politique de la carotte et du bâton, qui globalement disait avant, grande carotte, on avait beaucoup d'argent à partager et à flot, grand bâton, on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi avec les collaborateurs, leur faire peur et mettre de la pression. Bien sûr, tout ça est un peu caricatural, mais quand on regarde les évolutions, les jurisprudences, quand on regarde ce qui se passe au tribunal, je peux vous assurer que c'est quand même un peu ça. Aujourd'hui, petite carotte, on n'a plus rien à partager, plus grand-chose, ou en tout cas les conditions de partage sont beaucoup plus exigeantes. Et puis, petit bâton pour les managers, et tant mieux, parce que la carotte et le bâton, c'est jamais top, mais on a de moins en moins, c'est ce que nous disent les managers qu'on rencontre, on a de moins en moins de marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer? La direction nous demande de changer, être plus exigeant, machin, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le dernier point qui finalement rejoint tout ça, c'est que nous, on a un certain nombre de clients qui sont dans le retail aujourd'hui et on voit clairement un discours sur lequel d'ailleurs on est attendu avec nos clients pour les accompagner autour de cet enjeu de remettre de l'exigence dans le management au quotidien, remettre du courage managérial, remettre de la responsabilité managériale. Il y a un mouvement là depuis quelques semaines chez beaucoup de nos clients qui nous appellent en disant il faut que nos managers comprennent qu'il faut qu'ils aillent au bout d'un certain nombre de gestes managériaux, des entretiens, etc., etc. Ils le font pas, ils le font pas assez. Nous, on nous demande des comptes et on investit sur eux et voilà. Mais ça, dans les années 90, ça se serait résolu de façon assez simple. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir ce discours-là. En tout cas, il faut expliquer à nos managers ce que ça veut dire d'être exigeant en 2024 dans le respect de la dignité des personnes, dans le respect de la qualité de vie et des conditions de travail. Et c'est tout l'enjeu, évidemment, de notre webinaire. Webinaire, tout à fait, entre ce curseur entre exigence et santé, où se situe-t-on? Et qu'aujourd'hui les managers se posent la question, d'où le titre, le sous-titre: «Exiger ou harceler?» puisque pour certains vont dire: «Oui, mais lorsque je pose une exigence, on dira aujourd'hui que je harcèle et je ne sais plus où me positionner». Donc l'idée, ensemble, c'est dans ce deuxième temps, de se poser cette question de exigence et RPS, de quoi parle-t-on? Exigence et santé, de quoi parle-t-on? Et surtout dans le troisième temps, comment faire, hein, donc à ce niveau-là. Donc exigence, effectivement, aujourd'hui une exigence qui serait mal calibrée, on va reprendre le titre et j'allais dire la définition du développement durable, une exigence trop forte, des ressorts qui font pression autour de l'activité de manière forte, induit un développement qu'on va dire non durable et qui ne répond donc pas aux besoins du présent et compromet les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Vous reconnaissez là la définition du développement durable. Et effectivement, la question de la santé aujourd'hui se positionne dans cette envie de se développer durablement, de garder un travail soutenable dans un univers d'exigences, on le verra tout à l'heure, qui par 4 points, on l'a vu aussi dans le sondage, par le nombre de tensions qui peuvent exister, semble presque irréaliste. Peut-on rester en santé? Et donc c'est toute cette question des risques santé, des risques d'abîmer dans ce contexte d'exigence. On va continuer à le travailler ensemble. Donc aujourd'hui, on en parle, ces risques santé, on en parle sous le vocable de risques psychosociaux. Donc ce sont ces fameux risques pour la santé physique, mentale et sociale des collaborateurs. Donc on vous a redonné un petit peu la définition. Ces risques, elles sont liées à, je veux dire, autour de l'activité de travail, à l'ensemble de ces facteurs qui vont effectivement venir faire pression, poser une pression, poser une exigence, poser une tension de ce fait, des facteurs donc relationnels, organisationnels, des conditions d'emploi qui affectent le fonctionnement mental, physique et social des personnes. Donc effectivement, ces RPS ont des conséquences négatives sur l'entreprise et c'est aujourd'hui ça aussi qui nous bloque. Comment fait-on pour, et on revient sur notre question, exigence et santé, où se trouve la juste place, le juste positionnement et le juste pouvoir d'agir, la manière d'agir par rapport à ces sujets? Voilà. Alors, une façon d'avancer sur cette question-là, c'est de comprendre ce qui se joue autour de la question de l'exigence. Le modèle managérial que nous avons tous coopté pendant longtemps, je dis tous coopté parce que les cabinets qui accompagnent les entreprises depuis que ce mode de fonctionnement existe, ont finalement toujours porté un peu ça.
Si ce triangle rouge que vous avez devant vous représente l'entreprise d'un point de vue pyramidal, avec tous les symboles qu'il peut y avoir, on a souvent dit qu'il faut comprendre que l'exigence managériale, puisqu'elle est managériale, elle est plutôt sur le haut, hein, donc direction générale, top management, manager de manager ou manager opérationnel. L'exigence managériale, c'est bien quelque chose qui vient du haut, donc du modèle. Donc il y a une idée de force qui descend comme ça sur un collectif. Or, on peut déjà presque sortir notre martingale de ce webinaire. L'enjeu, c'est d'aller chercher les exigences individuelles. Alors là, à dessein, nous mettons une exigence managériale et nous mettons des exigences individuelles. Pourquoi? Parce que là, vous avez en face de vous représenté finalement la mécanique d'un patron ou d'une patronne avec son équipe. Lui, on lui dit, il faut que tu sois exigeant, plus exigeant, le contexte, on n'a pas assez de croissance, on n'a pas assez de résultats, on n'a pas assez de retour client, on n'a pas assez de ceci, on n'a pas assez de cela. Donc lui ou elle se prend la pression du système, le système étant entendu comme l'ensemble des acteurs qui définissent les règles et les objectifs. Et donc là, on est dans une logique où il faut qu'il tire l'équipe. Alors, il met son exigence et il tire. Donc, on voit souvent passer sur LinkedIn des images comme ça d'un gars tout seul qui tire une équipe. Voilà. Bon, voilà. Et puis, il y a une autre idée qui renverse un peu le raisonnement, qui est de dire, moi, si j'ai 10 personnes dans mon équipe, l'enjeu, c'est pas tant que je mette de l'exigence sur les 10 personnes, mais que je fasse en sorte et que je crée les conditions de travail pour que ces 10 personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes tous les jours. Et là, on passe d'une logique pour le manager et pour l'équipe d'addition et de travail pour le manager, d'additionner les forces de l'équipe à une logique de multiplication des forces en présence. L'idée étant de comprendre que nous serons toujours plus forts lorsque l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de l'équipe au quotidien comprennent l'enjeu de ce qu'ils font et donnent le meilleur d'eux-mêmes parce que les situations que nous devons affronter au quotidien, problématiques clients, problématiques de prod sur une chaîne, de travail, n'importe quelle problématique, ne peuvent être gérées rapidement et avec intelligence que par les gens qui le font. Sauf si on a un problème de compétence, évidemment. Tout à fait. Et on peut reprendre la phrase de Schwartz aussi qui nous disait « Mettez un salarié devant sa machine, il ne fera jamais exactement ce qu'on lui a dit de faire, parce que quelque part, il y mettra cette intelligence de la situation. Et donc, cette intelligence qui doit être à la fois coordonnée, on le retravaillera tout à l'heure, partagée, et puis effectivement co-construite. » Et cette idée, cette slide est importante pour nous parce que finalement, le problème, c'est qu'on a une doctrine managériale qui dit l'exigence managériale, et en ce moment, elle revient, cette doctrine, très très fort. Et on la comprend, il n'y a pas de jugement de valeur, parce qu'évidemment, quand ça se tend, on a tendance, nous, patrons, à se tendre aussi. Mais là, il faut respirer très fort et essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et surtout, essayer d'imaginer que les conditions de tension sont tellement exceptionnelles et complexes que c'est pas avec les vieilles recettes du passé un peu à l'ancienne qu'on va réussir les défis. Et que plus on va tendre l'équipe, plus on va les perdre. Parce qu'en plus, on est en plein emploi, etc., etc. Pas en plein emploi partout, mais les managers, en général, ils managent des gens. Bon, voilà. Donc, l'enjeu, c'est de comprendre ce qu'est l'exigence. Parce que s'il faut naviguer, travailler, manager l'exigence, il faut comprendre ce que c'est. Et l'exigence, étymologiquement, c'est, de point ouvrir les guillemets, ce qui est commandé par l'ordre des choses, par les circonstances, les besoins, les nécessités, fermez les guillemets, point. Étymologiquement, l'exigence, c'est ce qui est commandé par l'ordre des choses. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Elle veut dire que l'exigence, c'est un truc, presque une compréhension du devoir un peu macro qui est en face de nous et qui nous tombe dessus. Et que quand on dit au manager, il faut que tu sois plus exigeant, il faudrait retraduire au filtre de cette définition, il faut que tu permettes à ton équipe de comprendre ce qui est en train de se passer, de leur donner accès à de l'information, de travailler sur l'ensemble des ressorts qui vont leur permettre de réagir à la situation dans laquelle nous sommes. Exigeant, ce n'est pas exiger. C'est pour ça que notre titre Exiger sans harceler était un brin provocateur. On imagine bien que personne ne peut en entretien dire Dorothée, j'exige que tu fasses ceci. Ce serait complètement taré et je finirais au prud'homme immédiatement. Donc pourquoi utilise-t-on un nom qu'on ne peut pas verbaliser, qu'on ne peut pas rendre en verbe d'action? Je ne peux pas exiger de Dorothée quoi que ce soit. Je peux exiger des choses du point de vue de la sécurité au travail. Ça, je peux l'exiger. Mais je ne peux pas exiger de Dorothée qu'elle fasse plus de propositions, plus de rendez-vous. Je peux travailler avec Dorothée sur les conditions
l'ordre des choses, les circonstances, les besoins, les nécessités. Donc, on va retrouver derrière un enjeu autour de la compréhension, du niveau d'accès aux informations, qu'on appellerait vulgairement le sens. Tout à fait. Mais le sens, c'est très vague, c'est un concept valise, tout le monde l'utilise n'importe comment. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière le sens? Qu'est-ce qu'on offre à voir à nos collaborateurs pour qu'ils comprennent réellement ce qui se passe du point de vue de la situation et les conséquences de leur action, de leur non-action, du fait qu'ils bougent, qu'ils ne bougent pas, qu'ils se forment, qu'ils ne se forment pas, qu'ils fassent des efforts ou pas. Parce qu'on ne pourra pas de toute façon traverser les tempêtes qui nous attendent et dans lesquelles nous sommes avec des collaborateurs sous pression, fatigués, démotivés, désengagés, décompétencisés, qui sont décalés du point de vue des compétences. Donc, pour bien comprendre ce qu'on va se raconter ici, et on en a terminé pour cette partie de finalement de quoi on parle là, les RPS, on a une lecture de développement non durable qui va amener à des catastrophes évidemment dans l'équipe. C'est non durable, donc le truc est écrit. Les RPS, donc les risques psychosociaux, c'est l'ensemble des difficultés qu'on a entre nous et dans la relation, mais qui sont aussi liées aux conditions de travail sur lesquelles on va mettre une pression particulière. Et l'exigence, c'est ce truc voilà, qui est commandé par l'ordre des choses. En ce moment, celui dans les équipes qui ne comprend pas quel est l'enjeu, c'est que soit il n'a pas la radio, il n'a pas de push mail d'infos, soit il a décidé de faire un blackout complet. Mais nos collaborateurs sont connectés à ce qui se passe. Ils savent très bien ce qui se passe. Donc l'enjeu, c'est de les accompagner là-dessus de façon à ce qu'ils puissent traverser avec nous et que nous, managers, on ne mette pas l'exigence au mauvais endroit. Alors, comment on fait, Dorothée, pour ne pas mettre l'exigence au mauvais endroit? Pour ne pas mettre l'exigence au mauvais endroit, c'est effectivement partager où elle se situe. Hein. Puis comme le disait Pierre, comprendre ce qui est en train de se passer, les circonstances, les besoins, les nécessités. Donc l'idée, c'est de repartir de l'activité de travail. Aujourd'hui, tout à chacun, nous sommes dans l'activité de travail et elle est effectivement poussée, on va le voir avec l'image des ressorts, elle est poussée par 4 grandes familles de pression, de tensions, de conflits. Il y a un lien avec notre sondage de tout à l'heure. La première, c'est les changements du travail. Comment chez nous, chez vous, nous prenons le temps de partager cette réalité des changements du travail, de le formaliser. La deuxième pression qui fait ressort là, et qui pousse l'activité de travail, ce sont aujourd'hui les valeurs et les exigences que chacun a. On dit aujourd'hui la jeune génération a changé, il y a des exigences de sens, on en a parlé tout à l'heure, il y a des exigences d'équilibre vie personnelle, vie pro, on reviendra. Donc deuxième, partager cette réalité de la pression, d'où vient-elle? Troisième niveau de pression, le souci et la volonté des relations et des comportements au travail. Si on prend sa voiture le matin au travail, pourquoi y va-t-on? Certains diront pour le salaire, mais rarement on me répond ça. On va souvent me répondre peut-être pour la bonne ambiance, pour les relations, pour ce groupe, ce collectif que je vais retrouver. Et la quatrième grande pression sur l'activité de travail, ce sont effectivement les contraintes du travail. Aujourd'hui, on nous demande qu'elles soient un petit peu numérisées, plus digitalisées, qu'elles soient plus rapides, qu'elles soient processées. Alors voilà, ces éléments-là. On peut un petit peu les regarder ensemble et on va retrouver un peu ces exigences qui font pression des 4 côtés pour lesquelles on dit aujourd'hui, c'est important qu'on en parle et qu'on essaie de mesurer ensemble le niveau de curseur et à quel endroit on le pousse. L'idée, ça n'est pas de pousser tous les curseurs. On comprend très bien qu'à un moment donné, pour être pérenne, même sur le plan stratégique, on est des codires qui disent je vais ouvrir l'éventail large, 5 fers au feu, il y en a toujours un de bon qui va sortir, et puis je vais demander que tous ces changements soient opérants. Mais ils ne rentrent pas dans la valise. Donc l'idée, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je comprends des changements et peut-être même des changements stratégiques sur lesquels il faut mettre la focale. Si à un moment donné dans l'entreprise, on est tous en capacité d'avoir un discours, un diagnostic partagé et peut-être un consensus sur ces changements, on est déjà un petit peu mieux, on est déjà un petit peu mieux coordonné et puis on est aussi un peu mieux à comprendre ce niveau d'exigence et savoir jusqu'où on doit pousser le ressort ou le desserrer. Ces changements, vous a donné quelques exemples. Ce sont ces changements qui ont donc un impact, donc ces changements, l'impact des mutations. Par exemple, être en difficulté face au passage au numérique, vous l'aviez en sondage. Ou bien percevoir des évolutions de son métier comme une contrainte et non comme une opportunité. C'est-à-dire que quelque part, on n'a pas su suffisamment dire aujourd'hui en quoi il y a un lien avec mes changements métiers. On va aller prendre acte de ce qui existe déjà aujourd'hui. Il y a parfois, dans le sondage, on en a parlé aussi, une anticipation concertée des changements qui n'existent pas et pour lesquels il faut essayer de se redonner du temps.
et le réalisme également des objectifs multiples. Dorothée, est-ce qu'on peut dire sur cette famille et cette première grande famille de tensions qui impacte, c'est qu'il y en a une particulièrement, un élément qui est particulièrement Saillant saillant, aujourd'hui. c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans toute l'économie en fait, Oui, hein. oui. Et Goldman Sachs, qui n'est pas réputé pour ses grandes prévisions avec les problèmes systémiques qu'il y a eu financiers il y a quelques années avec eux, mais en revanche, Goldman Sachs sort une étude aux États-Unis récemment qui dit que l'IA va détruire plus de 300 millions Mmh d'emplois dans le monde. Mmh. Alors, cette prophétie autoréalisatrice, ça les arrange peut-être de dire ça parce que derrière, ils ont du business et du consulting à vendre. En revanche, ce qui est sûr, quand on écoute un peu les experts, c'est qu'il y a des tâches, non pas des emplois, non pas des métiers, mais des tâches qui vont commencer à disparaître petit à Ouais. petit. Et ça, particulièrement, percevoir les évolutions de ce métier comme une contrainte et non comme une opportunité, l'arrivée de l'IA dans son métier, des discours, ce qu'on entend et qu'on n'est peut-être pas formé, qu'on n'a peut-être pas accès à la bonne information, etc., ça peut générer finalement petit à petit dans cette ambiance un peu particulière, des craintes chez nos collaborateurs, comme sont arrivées dans le retail, les caisses automatiques où on a dit c'est la fin des hôtesses et des hôtes de caisse. Ben non, c'est pas la fin, Non. ils font un autre métier. Peut-être que la population des hôtes de caisse est moins nombreuse dans le retail, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. C'est sûr, c'est que leur métier a changé pour partie, pour d'autres le métier n'a pas changé. Et ce sont ces évolutions-là qui peuvent générer évidemment du stress, de la tension. Et donc quand nous on arrive avec nos exigences managériales dessus, en disant il faut, tu dois, tu comprends, on n'a pas assez, ben, forcément, on a un décalage puissant Tout à fait. avec les préoccupations de nos collaborateurs. Et à la fait. fin, celui qui gagne, c'est quand même un peu celui qui est au contact du travail, hein, de l'activité. Donc, si le collab comprend pas, est désengagé, démotivé, voilà. Donc, voilà, parce qu'on est vraiment dans ce sujet de l'IA en ce C'est ça. moment. Donc, pas de prophétie autoréalisatrice, on va pas tous perdre notre travail, nous en formation Non. non plus, on va trouver de nouveaux repères. En revanche, ceux qui n'ont pas accès dans nos collaborateurs, ceux qui comprennent pas, on doit les aider à Ouais. comprendre pour baisser ce niveau-là de ressort, Tout qui à est une fait. super image pour expliquer la tension. Tout à fait et ça, c'est ce qu'on voit aussi chez nos clients, hein, cette difficulté aujourd'hui de parler du changement, Tout à de fait. prendre le temps de parler du Bien sûr, changement puisque ce modèle économique qui nous dit toujours plus avec moins, on va gratter, on va chercher des temps qui semblent inutiles et ce temps autour de la discussion sur le changement, sur le où va le navire, tout compte fait dans les faits reste faible et pourtant ça fait 20 ans qu'on dit: «C'est important d'avoir une vision stratégique, de la partager». C'est une tension dont on s'aperçoit qui existe parce que, tout compte fait, on ne dessert pas. Le changement est là, on le vit dans l'activité de travail, mais on ne dessert sûr. pas ce ressort par un discours, une discussion, une vision, un débat sur mon travail va-t-il disparaître ou pas? Ou comme tu disais, les hôtesses de caisse, en quoi on dit, du coup, revenons à votre fonction. Votre fonction, elle est d'abord une fonction d'accueil et d'orientation. Si vous ne passez plus les produits de la même manière sur un tapis, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui accueillir, orienter un client? Et donc ça, c'est vraiment cette idée-là de remonter à l'économie de la fonctionnalité. Ça, Tout c'est à fait. aussi notre nouveau modèle. Mmh. Voilà, autre pression sur lequel il faut pouvoir débattre et discuter, ce sont les valeurs et les exigences du collaborateur. Soit on prend acte en disant: «Ah mais le monde change et puis les jeunes sont plus investis et puis les personnes veulent de plus en plus un équilibre vie personnelle, vie pro. Où sont-ils prêts à mettre l'engagement dans la vie pro?» Soit effectivement on débat autour des valeurs et des niveaux d'exigence. Comment ce ressort on peut le pousser et comment à un moment donné, sur quel sujet on peut aussi le desserrer. La prise d'initiative, la perte de sens, par exemple, effectivement, aujourd'hui, comment on redébat sur le sens, la prise de recul, les déséquilibres entre la contribution et la rétribution. On voit effectivement aujourd'hui des fortes demandes d'attente, de reconnaissance. OK pour l'exigence, mais comment et sous quelle forme se présente la reconnaissance? OK, elle n'est peut-être plus financière. Alors, comment la construire? Et là aussi, comment laisser de la place à ces temps de reconnaissance? Donc voilà, un débat aussi. On rencontre des managers qui sont complètement désarçonnés, Mmh. désarmés face à des collaborateurs qui ne mettent plus le travail Mmh. au cœur Mmh. de leur vie. Tout à fait. C'est pas très original, mais on les rencontre dans nos formations, dans nos accompagnements. Et quand on est devenu manager par le sacrifice Mmh. d'une vie personnelle sur l'autel du travail pour Mmh. accéder à cette fonction, eh bien, c'est compliqué à comprendre qu'on est en face de soi, jeune ou moins jeune d'ailleurs, hein, Ouais. parce que tout ça a contaminé toutes les Mmh. générations et c'est certainement très bien, qui disent: «Bah, OK, tu t'énerves, mais énerve-toi tout seul. Ouais. Moi, ma vie, quand je vois, mes aïeuls, machin, les maladies qui traînent, on a tous, Mmh. voilà, bon».
Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ça? Bah, on accompagne d'abord les managers avant de vouloir accompagner les collaborateurs. Je pense que là où la focale se trompe sur la conduite du changement, c'est qu'on met la focale sur les collaborateurs en disant: «Comment on va faire pour leur expliquer qu'en fait ils se trompent?» Non, non, le futur a toujours raison, hein. Essayez de vous mettre devant un camion dans une rue, en pente et vous allez vous faire, donc le manager, c'est lui qu'il faut prendre et le mettre sur le côté parce que le camion va passer et le travail n'est plus une valeur centrale dans la vie. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, on peut avoir une réflexion philosophique. La question est de savoir comment est-ce qu'on accompagne ceux qui encadrent pour qu'ils puissent accepter ça dans leur discours managérial, Tout à qu'ils fait. puissent accepter ça dans la façon d'animer, leurs équipes et qu'ils ne se crispent pas et qu'ils ne tombent pas dans le panneau de se dire: «Mon Dieu, Dorothée me dit que le travail n'est plus central» ou elle me le fait comprendre, c'est fini, elle est démotivée, je peux plus rien en tirer, Tout machin. à fait. Non, Dorothée, elle dit juste: «Pierre, équilibre vie pro, vie perso, sens, discours de ce que tu me dis, sois plus authentique, moins de baratin et cetera et cetera». Dorothée, c'est une adulte et a priori, les gens qui travaillent, sauf si on est hors la loi ou en alternance, ce sont, du point de vue juridique, des adultes. Voilà. Voilà, on va terminer plus rapidement donc nos 4 pressions. Effectivement, ce que je t'ai dit, c'est que l'exigence mérite d'être discutée et partagée et donc ces 4 points d'exigence, les changements, les valeurs, les relations et les comportements au travail. Dans un vivre et travailler ensemble, on a des souhaits qui sont forts et aujourd'hui, par exemple, le sentiment d'isolement, c'était une expression qui apparaît. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Le soutien, c'est une valeur ressource dans la santé au travail, le soutien des collaborateurs. Pareil, comment aujourd'hui ce soutien doit être, je vais dire, maîtrisé, soutenu, et comment des situations dégradées doivent être traitées. Exactement. Et enfin, la dernière, c'est les contraintes du travail. Oui, elles existent, le travail dans l'urgence, des consignes insuffisamment précises, des flux tendus, on est sur cette logique-là. Donc là aussi, comment ces contraintes, on peut en discuter pour essayer de voir comment on peut desserrer un petit peu le ressort à chaque fois. Donc un diagnostic partagé sur mais l'exigence est multiple. Oui, elle vient de 4 côtés. Elle s'exprime comment? Qu'est-ce qu'on en sur quoi mettons la focale pour, j'allais dire, desserrer le ressort? Donc quand il s'agit de manager l'expérience collaborateur au cœur de cette double dynamique, il s'agit de manager le collaborateur et cette question de l'exigence, à la fois au service de la qualité de vie au travail, mais surtout la qualité du travail. Et là, c'est très, 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 très important. La qualité du travail. On revient finalement, Dorothée, un peu au basique Tout à fait, de ce qui a fait la grande GRH, les réflexions GPEC, tout à fait. le travail, dans le travail, non pas tripalium, mais ce formidable espace de socialisation, de Oui. libéralisation de Mmh. l'homme par l'homme, etc. Il y a quand même un peu de ça, la qualité du travail. Est-ce que ce que l'on demande aux gens de faire, ça a du sens, c'est qualitatif. Quand les gens n'ont plus de sens, ça peut vouloir dire que soit on est tombé face à des gens qui sont complètement idiots, qui comprennent rien, Mmh. et c'est pas de bol, on les a tous dans notre équipe, Mmh. ou alors c'est que ce qu'on leur demande est un peu insensé. Mmh. Tout à fait. Ça n'a pas de sens, c'est insensé. Et il se peut, soyons honnêtes, que parfois, un coup à gauche, un coup à droite, un coup au-dessus, un coup en dessous, et vas-y, et la direction qui part un pas, Mmh. et nous, on se doit, des RH, HRBP, managers, Mmh. dirigeants COMEX, réexpliquer un peu l'histoire. Donc là, on sort les violons et on explique aux gens, arrêtons de prendre les gens pour des idiots et travaillons avec eux. Arrêtons de demander aux managers de donner du sens à des choses qui n'en ont pas ou sur lesquelles on n'arrive pas à Mmh. trouver une trajectoire Mmh. de sens parce qu'on ne le sait pas. Mmh. Beaucoup de dirigeants qui sont incapables de dire ce qui va se passer, Tout à fait. quasiment tous. Mmh. En revanche, travaillons sur ce qui est sous notre contrôle et la qualité du travail, de ce que l'on demande aux gens de faire, ça, c'est sous notre contrôle. Donc les marges de manœuvre, elles sont sur le Tout à travail. fait et on retrouve effectivement nos 4 lieux de pression et avec effectivement les actions à mener, des actions d'accompagnement au changement. Pourtant, on a l'impression de se retrouver il y a 20 ans, hein. Accompagner le changement, mais dans les faits, pas suffisamment. Parce que comme tu le dis Pierre, aujourd'hui, le changement, comme il devient flou, qu'il devient effectivement, je vais dire de moins en moins palpable, des projections, la prospection reste difficile, on jette le bébé avec l'eau du bain. On ne parle Tout à plus fait. d'action, d'accompagnement du changement. Il y a sur les exigences des salariés l'action sur la santé, les RH et la qualité de vie au travail. De même, c'est pareil, on se dit face à l'autre côté où j'ai des exigences et des contraintes dans le travail, en quoi puis-je parler de santé au travail et de bien-être au travail alors que je fais pression? Donc on a vraiment des actions à mener, des actions sur les relations de travail. Est-ce qu'à un moment donné, dans ce contexte, on a d'exigences, on sait qu'un système sous tension est un système qui va créer à un moment donné des tensions dans les équipes.
tellement, voilà, c'est interdépendant. Est-ce qu'on ose parler de tension? Est-ce qu'on ose parler de conflit? Est-ce qu'on s'outille pour gérer des tensions et les conflits? Est-ce qu'on est tous un peu dans des compétences de forme de médiation? Ça aussi, parfois, on le retrouve pas. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Alors nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les entreprises? Qu'est-ce qu'on fait chez nos clients? Qu'est-ce qu'on fait chez nous d'ailleurs? Le cordonnier n'est pas toujours le plus mal chaussé, même si Mmh. on n'est pas exempt de vivre ces difficultés aussi. Et on pense, on sait, on identifie des marges de manœuvre, Ouais. les fameuses marges de Mmh. manœuvre dont on parlait dans notre titre pour pouvoir accompagner, les entreprises et les managers. Alors on identifie 4 axes de travail Mmh. qui sont un peu le livrable de ce webinaire. La première des choses, Dorothée a parlé à plusieurs reprises, mais peut-être est-ce passé comme ça un peu facilement, de dialoguer avec les personnes. Alors là, dialogue, double logos, hein, la parole. Donc c'est pas un monologue, c'est pas un double monologue, c'est pas je parle de mes Mmh. préoccupations, toi tu parles des tiennes et ça ne se rencontre jamais. C'est on va créer un espace de discussion Sur le travail. du logo commun. Et pour faire ça, ben, il y a un outil, il y a une méthode, il y a un protocole qui existe et nous on l'a vécu et quand on accompagne les managers là-dessus, je pense qu'on répond à une bonne grosse partie des Mmh. problématiques. En tout cas, on baisse la pression, on baisse l'exigence sur le manager, on fait exprimer les exigences individuelles, on arrive à faire parler les personnes en utilisant une méthode qui s'appelle les espaces de discussion sur le travail, les EDT, qui est quelque chose finalement, comme souvent quand c'est puissant, de simple, De bon sens. de bon Mmh. sens, Tout à fait. mais d'extrêmement puissant aujourd'hui, à savoir faire et à mettre en œuvre avec son équipe en direct, accompagné par les HRBP ou les C'est RH qui ça. peuvent évidemment récolter, accompagner, etc. On l'a encore fait, j'ai encore fait il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours avec un client. Et là, on se retrouve à faire parler les gens sur Mmh. des sujets. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, Dorothée, comment ça marche? Bah, en fait, comme on le disait, c'est d'abord du bon sens, c'est parlons d'aujourd'hui, du concret, de mon travail et en même temps, c'est quelque chose qui est sans doute, très puissant puisque déjà dans les années 80, avec les lois Auroux, on avait créé les groupes d'expression des salariés sur le travail. On pouvait parler de tout sauf de la rémunération et mais en même temps, on le fait pas. Pourquoi? On peut se poser cette Mmh. question. Pourquoi? Est-ce que c'est pour gagner du temps? Vraisemblablement. Est-ce que c'est par manque de maîtrise? Discuter du travail alors que je pose un 6, je vois un 6 et toi tu vois un 9 et on n'arrive pas à trouver, des espaces. Est-ce qu'au bout du compte, parce que le travail on va parler du travail, de tous ces lieux de tension qu'on a vus, tout à l'heure, en fait, ces 4 pressions et qu'on se dit: «Ben, du coup, je n'ai pas de réponse, je risque de trouver des non-réponses». Voilà, c'est une question qui se pose. Néanmoins, c'est vrai que quand ça fonctionne, eh bien, on trouve d'abord des réponses. D'abord, on partage un diagnostic. D'où viennent les pressions? D'où viennent les niveaux d'exigence? Comment peut-on desserrer des ressorts? Et comment, à un moment donné, par contre, à l'inverse, on conçoit tous dans nos exigences individuelles que ce ressort-là, on le maintient? Et puis, comment va-t-on partager des solutions, et du coup, être coordonné dans les solutions? Voilà. Première piste de travail, marge de manœuvre pour nos managers, pour trouver le juste équilibre entre l'exigence et la qualité de vie et des conditions de travail, Mmh. c'est de créer des espaces de discussion. Tout à Donc, fait. évidemment, on forme, on accompagne les managers là-dessus. Outil très puissant, rapide à mettre en place, efficace, qui nourrit le système RH, qui Mmh. nourrit la responsabilité de l'employeur. Enfin, c'est vraiment super. Il y a un deuxième élément qui est moins pragmatique, mais qui est plus de l'ordre de la culture Mmh. managériale, qui est plus de l'ordre, de la stratégie managériale. C'est cette mécanique qui consiste à comprendre et à faire en sorte que la confiance managériale développe l'exigence individuelle. La confiance, c'est un sujet sur lequel on a pris la parole déjà Mmh. il y a longtemps, il y a 7-8 ans, on a fait beaucoup de conférences là-dessus. La confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, ma confiance, tu comprends, Dorothée, il va falloir que tu la gagnes jour après jour, à la sueur de Mmh. ton front, tout ça. Tu veux me C'est confier de des la choses. en boîte parce que la confiance, étymologiquement, c'est pas ça, c'est se Mmh. fier à, c'est avoir foi en quelque chose. Quand on a foi en quelque chose, on sait pas trop à quoi, on sait pas pourquoi, on sent un truc et on se dit bingo, j'y vais. C'est le principe religieux, ésotérique, c'est j'ai foi en quelque chose, j'ai foi en Dorothée, je la rencontre, j'ai foi en elle, que je sais pas l'expliquer. Si j'ai foi en elle et que je l'embauche, bah, je la laisse bosser. Et je lui donne tout mon amour, toute mon énergie pour que ça marche. Et puis, je vois jusqu'où elle peut aller avec ça, avec sa puissance à elle et dans l'espace que je lui donne. Et je commence à manager vraiment Dorothée
à partir de ce qu'elle est et pas des contraintes que je lui mets. Il y a un paradigme qui a été inversé dans la tête des managers et là, il y a un boulot phénoménal. Confiance managériale, c'est pas laisser faire tout et n'importe quoi. C'est créer des conditions pour que l'exigence individuelle s'exprime. Or, vous l'avez vu avec le triangle tout à l'heure, c'est ça qu'on doit aller chercher rapidement maintenant. Troisième élément qui peut nourrir cette marge de manœuvre, c'est la clarification. Alors là, ça, c'est un sujet passionnant en management. Entre les espaces, les latitudes décisionnelles, c'est ce qu'on et qui ne sont pas latitudes décisionnelles. On a vécu dans l'histoire du management des grands mouvements qu'on a aussi nous accompagnés, management directif, participatif, collaboratif, et j'en veux, tu en voilà avec des if à la fin. Le problème, c'est qu'on passe toujours d'un truc à l'autre en empilant les couches et en disant, bah finalement, voilà, maintenant le nouveau truc, c'est ça. C'est Cécilia qui nous met 5 minutes depuis tout à l'heure au paper. On a lu un article cet été avec Dorothée de la HBR qui était assez sympa, qui racontait finalement comment les grands patrons, les grands managers réussissaient entre être très directifs parfois sur certains sujets ou être très collaboratifs, faire émerger, etc. Et en fait, l'article assez bien documenté disait c'est pas où, c'est et. C'est-à-dire que les grands patrons qui réussissent à traverser, sur certains sujets, sont très directifs, mais doux, hein, dur avec les problèmes, doux avec les personnes. On peut être directif et très aimable, très poli, très doux. Et à certains endroits, en même temps, dans le même espace-temps, sur d'autres sujets, très dans allez-y les gars, je vous fais confiance, on y va, prenez des initiatives, parce que de toute façon, moi, je ne peux pas le faire. Et en fait, c'est pas où, c'est et. Donc, on fait parler les gens dans les espaces de travail tout de suite dans les équipes pour que ça libère avec des facteurs qu'on regarde. 2, on inverse la charge et on ne dit pas tu dois gagner ma confiance, mais tu as ma confiance et je manage à partir de ce que tu es capable de faire. 3, on clarifie pour nos managers ce qui est de l'ordre du décision managériale et ce qui est de l'ordre de la décision du collectif. Subsidiarité, suppléance. Chacun a son poste. Il y a un enjeu aujourd'hui sur l'exigence, c'est que chacun soit à son poste. Derrière, il y a cette question de la subsidiarité et de la suppléance. C'est un grand bazar quand on rencontre des managers. Ils nous disent, mon collaborateur, je vais lui déléguer ça, mais t'es sûr, ça, c'est pas déjà dans son poste? Ah, je sais pas, c'est quoi sa fiche de poste? Bim. Et ça, on le rencontre tout le temps. Hein. Les gens sont incapables d'expliquer la fiche de poste de leur collab. Le niveau de responsabilité réel. Donc, comment veux-tu qu'ils sachent s'ils délèguent ou en fait s'ils sont juste en train de demander le truc normal qu'ils ont à faire. C'est complètement hallucinant. Et puis le dernier élément, c'est une vision un peu plus macro et là peut-être presque un peu plus philosophique, c'est pompeux, mais vision société, c'est que nous on croit très fort au fait qu'il faille élever le niveau général d'engagement des salariés et des collaborateurs. Notre signature de marque, c'est Empower People. On croit beaucoup à l'empowerment, cette capacité du développement d'agir des personnes. Pour que les personnes puissent développer leur capacité d'agir, il faut qu'elles aient le niveau de confiance, le niveau de connaissance suffisant. L'empowerment, c'est un sujet qui est extrêmement pointu, pas du tout ce qu'on imagine, et qui nécessite que tout le monde monte en même temps. Je suis patron d'une boîte de 50, 500, 5000, 50 000 personnes. Si tout le monde monte en connaissance, s'élève intellectuellement, il y a beaucoup de chances pour que le truc tienne beaucoup plus longtemps. Alors évidemment, des gens éveillés posent des questions, s'intéressent, remettent en question. Tout à fait. Ça, c'est évidemment le prix Qui à rejoint payer. notre treat vers un management responsabilisant. On va effectivement refaire juste un petit logique aussi, puisque notre webinaire s'appelle Exigence et harceler, enfin exiger ou harceler, hein, c'est cette question-là aujourd'hui, avec ce sentiment effectivement que plus je pose l'exigence, plus je harcèle. Hein. En tout cas, c'est ce que certains managers nous disent en disant qu'est-ce qu'il y en a. On peut juste se rappeler qu'en termes de santé, le modèle de Karasek nous dit qu'au contraire, quand les exigences sont élevées en haut à droite, mais que par contre la personne a cette latitude décisionnelle, ce que Pierre vient de démontrer, c'est-à-dire que quelque part il nous a dit aujourd'hui laissons des espaces de responsabilisation et des espaces, je veux dire, éclairés par le dialogue, par le diagnostic, eh bien une latitude décisionnelle élevée, donc la ligne d'en bas, et puis des exigences élevées nous permettent d'avoir un travail effectivement qui est actif, un travail où chacun pose des exigences individuelles en termes de défis. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui paraît évident, je veux dire, en termes sur le plan conceptuel, mais dont on peut à chaque fois se poser la question. Aujourd'hui, dans l'activité de travail, dans la manière de manager, la manière de travailler ensemble, est-ce qu'on est dans ces logiques-là à un moment donné? Certains nous diront, au contraire, on met beaucoup de process, beaucoup de tableaux. On revient et on terminera sur cette dernière logique. Si on retrouve en rouge nos 4 pressions, ce qui fait pression aujourd'hui et qui fait tension, et pour certains qui font exigence, comment
continuer à dire, ben, je vais donc dialoguer, puis peut-être transformer nos manières nos manières d'agir sur ces sujets-là. Eh bien, on est très réaliste, on rencontre tous les jours des entreprises qui disent: «C'est bien tout ça, mais on n'a pas le temps». Eh Mmh. bien, nous, on propose aujourd'hui dans un cycle annuel de QVCT, en prenant bien donc le mot de les contenus du travail, de se dire qu'on en parle, on en parle ensemble. Janvier, les relations aujourd'hui sont comment? Les relations sont en télétravail, les relations sont plus distendues, les relations sont imprégnées de mails, avec des copies conformes pour tous. Comment faire aujourd'hui pour que cette réalité du travail qui fait pression, eh bien, un ressort rouge puisse devenir un petit peu plus vert. Février, autre chose, on arrive en mars, changement et stratégie. On dit aujourd'hui, on ne parle pas assez de changement. Les dirigeants nous disent, mais si, j'en ai parlé, on a fait un séminaire, on a travaillé là-dessus, mais c'est le changement tous les jours Mmh. qu'on a besoin Et aussi pour de tout le pouvoir monde, et pour tout le réinterroger monde, bien sûr. et pour tout le monde. Donc ça pourrait être au mois de mars. On a parlé d'un autre ressort qui fait pression et qui pose exigence, c'est le contenu du travail et ses contraintes. Comment, à un moment donné, on en parle pour voir comment je peux desserrer le ressort. Et puis, on va arriver Ouais. jusqu'en novembre. On a dit, certains ont des valeurs et des exigences salariées. Comment reparler de ces exigences, ces attentes de sens, ces attentes d'équilibre vie personnelle, vie pro, et peut-être, là, une fois de plus, desserrer le ressort. Donc voilà, comment faire très concrètement, c'est de se redonner des espaces de discussion sur un certain nombre de sujets et de ce qui fait tension, ce qui fait facteur de risque, diraient certains aussi, dans la question des risques psychosociaux, pour mieux aller rechercher des facteurs de protection, des facteurs de ressources. Et ça, aujourd'hui, dans le quotidien, ça veut dire aussi qu'il y a des relais. Les RH, sur la gauche, développent 15 négociations régulières dans une année pour mieux recruter, pour mieux gérer l'emploi et la compétence sur la gauche, hein, pour mieux former, les plans de formation, pour porter la santé au travail, etc., la rémunération, la communication. On pourrait poursuivre puisqu'il y en a 15. Comment il y a vraiment un lien entre ces accords, ces volontés, ces orientations qui ont pour objectif, j'allais dire, de poser des exigences, mais des exigences qui sont soutenues, et de l'autre côté, sur la droite, la posture des managers au quotidien. Si à un moment donné, sur la gauche, je travaille sur mieux attirer les talents et recruter, comment dans le quotidien, je laisse du temps pour accueillir et intégrer? Si je travaille sur des parcours, comment au quotidien je laisse du temps pour l'entretien, le développement des compétences, etc., etc. On ne va pas tous les définir, mais c'est cette idée aussi de maillage et de maillage RH et manager. Là aussi, aujourd'hui, on se dit, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Chacun travaille dans son coin avec sérieux, mais à quel moment on a ces lieux-là, les petits logos, ces lieux où on va parler de ça, espace de discussion sur le travail, hein, ces lieux où on va parler de ça en toute, j'allais dire, de manière très concrète et très réaliste. Alors du Voilà. coup, en synthèse de tout ça, parce que nous sommes déjà, à la fin de notre intervention, exiger sans harceler, quelle marge de manœuvre pour manager en 2023 et en 2024 bien sûr? Alors, avec Dorothée, on a identifié 4, en synthèse, 4 points, hein. 4 points, Le 1er, on en a parlé tout à l'heure, c'est, le management, bimodal, c'est donc que ça. Dorothée appelle aura et labora. Oui, c'est cette, idée que l'on a le droit d'être à la fois dans le labeur, l'exigence, la tension, et qu'en même temps, il faut se donner des bulles d'air, l'aura, hein. On dit quelquefois pourquoi, les moines, à un moment donné, ont été en son temps, riches et performants. Eh bien, parce qu'à un moment donné, il y a cette alternance et qu'elle est importante Qui est importante pour nourrir chacun C'est des une exactement, respiration, une hein. respiration. Alors, on n'est pas ni dans le slow management, Mmh. ni dans le Mmh. hard management, on est dans cette respiration qu'on laisse faire. Donc un management bimodal, vous l'avez compris, aura, labora, ou directif et participatif et Mmh. collaboratif, pas ou, bien sûr qu'il y a des espaces sur lesquels les managers doivent reprendre la main très fort pour reprendre le contrôle, et il y a des espaces, au contraire, où ils doivent, lâcher le C'est ça, ressort et travailler c'est ça. avec les équipes, dialoguer autour de ces contenus du travail qui changent très fort. Il y a, une deuxième marge de manœuvre qui est un mouvement de responsabilisation. Étymologiquement, respondere, c'est répondre de, donc qui répond de quoi? Je suis sur ma tâche au quotidien, sur mon activité, je dois pouvoir en répondre. C'est une C'est ça, question presque de dignité personnelle, c'est ça. d'être humain, et c'est Et un comment enjeu clé. j'exprime aussi mes Bien exigences sûr, individuelles, bien si on sûr, prend le triangle de tout à l'heure, bien sûr. comment j'exprime mes exigences individuelles? 3e point, et 3e marge de manœuvre possible sur laquelle vous pouvez travailler, eh bien, c'est le fameux diagnostic, partagé. Alors Oui, l'EDT ou d'autres choses c'est en fait, ça, mais l'idée évidemment c'est diagnostic, donc on écoute ce qui se passe à un instant T, on part pas de zéro et puis on le partage. tout à Il y a un fait. dialogue, il y a une Et construction, on reprend nos une 4 lieux de tension des pour effectivement, représentations ouais, ouais. de ce diagnostic, et puis enfin, l'enjeu c'est de desserrer à certains endroits
et là, c'est ce qu'on va vous conseiller en synthèse, Mmh. desserrer à certains endroits. Il faut que les managers desserrent pour créer des espaces, pour créer des C'est ça, discussions, pour accepter que les choses aient changé et resserrer à d'autres l'exigence en c'est même ça. temps parce qu'effectivement, il y a des endroits où on peut plus laisser filer les choses comme ça parce que c'est incroyable, mais derrière tous ces grands discours d'exigence managérielle, il y a plein de choses qui filent au C'est quotidien, qui ça. sont plus maîtrisées et on Mmh. comprend évidemment que tout le monde soit tendu par ça, vu le contexte économique. Voilà ce que nous avions à vous partager autour de cette question. Ce que l'on vous propose, si c'est possible, hein, si on a encore quelques minutes, eh bien, c'est de répondre aux questions ou d'avoir les remarques. Et là, on se tourne vers Cécilia, notre régisseuse, qui va nous raconter tout ça. Alors, il y avait une remarque de Christine qui nous disait en réalité que c'était sans cesse un pas en avant, un pas en arrière et qu'il fallait une certaine agilité dans les marges de manœuvre. Mmh. Et une question de Anon, désolée pour la prononciation, qui nous demande quid du développement des compétences quand le collaborateur ne veut pas faire plus et l'exprime directement. Mmh. Dans ce cas-là, que se passe-t-il? Ben, je pense qu'effectivement, on en a reparlé, hein, il est aussi acteur de cette exigence individuelle qu'il ne veut pas prendre en charge, hein. Donc quelque part, on est sur un contrat aussi, un contrat où j'offre ma prestation, j'offre mon engagement. C'est une question qui, effectivement qui se pose. Comment on ne l'accepte pas? Alors en quoi on l'accepte pas? Avant de dire: «Je ne l'accepte pas», comprendre pourquoi, hein. C'est vrai que quid pourquoi? Pourquoi à un moment donné, je décide de m'arrêter? Moi, en tant que être humain, je décide de m'arrêter, que ça soit au travail ou ailleurs. Pourquoi je décide de m'arrêter? Mmh. Une question de Marc qui vous demande identifiez-vous des enjeux d'inclusion, management inclusif? Est-ce qu'on identifie des enjeux d'inclusion? Oui. Oui. Alors j'ai envie de dire oui, c'est évident. Là, on a parlé de chaque individu. Il n'y a pas d'exclusion. Effectivement, l'exigence, ça n'est pas: «Je veux que des gens qui soient beaux, jeunes, riches, très bien formés, rapides», voilà. Donc je pense que c'est tout à Il chacun. ajoute en prenant en compte les spécificités particulières des salariés. Tout à fait, tout à fait. Moi, je crois que c'est vraiment, cet niveau, voilà. Comment moi, en tant que personne telle que je suis, quel que soit mon âge, mes caractéristiques, je pose des exigences dans un contexte qui a été discuté et sur lequel je dis: «Ben, voilà, quelle est ma part?» hein, pour revenir à la question précédente aussi. On ne peut pas accepter quelqu'un qui dira à un moment donné: «Je ne prends pas ma part». Mais effectivement, je prends ma part à la hauteur de ce que je suis, hein, et à partir du moment où on a n'ont pas reçu des exigences. Je peux comprendre si en descendant, des personnes par réaction disent: «Moi je sais tout, j'arrête, je ne fais plus». Mais normalement, si on a discuté de ce contexte, ben, la question, on se la pose tous: «Quelle est ma part? Comment je vais continuer à avancer dans ce monde qui change, dans ce monde qui exige des choses, dans ce monde qui a des caractéristiques particulières?» Sur l'inclusion, tout dépend comment on traite le Ouais, sujet, mais ce que l'on sait quand on parle avec des personnes qui sont concernées par cette inclusion, ouais. c'est qu'un élément important de dignité pour elles, c'est d'être traitées comme les autres. Mmh. Et donc cette question de l'exigence et du management, au même titre que les autres dans une équipe, est importante. On inclurait quelqu'un dans un collectif, sans lui donner d'objectifs, sans lui mettre, le contexte, sans lui partager les enjeux, en lui disant que pour lui ou pour elle, c'est pas grave Mmh. s'il fait pas machin. Ce que les études disent en général, c'est que les gens vivent assez mal le fait qu'ils soient finalement un peu mis de côté et que Mmh. par souci d'eux, d'en prendre soin, on voilà. Et évidemment après, bah, il y a l'enjeu d'adaptation dont parlait, Dorothée. Hem, il y a un principe dans la vie qui s'appelle la biodiversité, qui est un principe du Mmh. vivant. Il me semble que toutes les réponses sont sous notre nez et que quand on en arrive à devoir rappeler que l'entreprise est un lieu inclusif, c'est qu'on a oublié, quand on s'est écarté beaucoup à cause de nos tableaux Excel et de nos pensées gestionnaires, d'un principe essentiel de la vie, c'est que c'est grâce à la biodiversité que nous en sommes là Mmh. aujourd'hui. Et d'ailleurs, puisqu'on dit: «C'est sous notre nez», est-ce que nous intégrons les logiques, d'inclusion? Moi, j'ai envie de dire, je suis un cas un cas incarné puisque j'ai 61 ans, je fais partie des seniors, ceux pour lesquels on dit, «Commencent à bien faire, ils sont chers, ils touchent pas au numérique, ils racontent leur vie, leurs œuvres». Et je suis là. Pierre, quand il disait tout à l'heure: «Je fais confiance», eh bien, effectivement, on fait confiance même à quelqu'un, et donc ça, c'est vrai que c'est une question aujourd'hui. D'ailleurs, chez nos clients, on va encore dans on a encore fait un webinaire sur identifier et transmettre les compétences expérientielles, mais au-delà, chez un autre client, on va travailler sur qu'est-ce que ça veut dire les pépites des juniors?
des jeunes et des seniors. Où sont les compétences qui ont effectivement, qui peuvent aider à répondre aujourd'hui à des exigences d'aujourd'hui, hein, alors que ce sont des compétences de seniors. Donc c'est un travail qu'on fait très concrètement. Qu'est-ce que je laisse comme, compétences légaux sur le côté parce qu'ils n'ont plus d'intérêt majeur, dans le monde qui est en changement, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui de ma compréhension de résolution de problèmes et qu'à un moment donné, je vais pouvoir, fonctionner. Ouais. Une remarque, question de Natacha qui nous pose la question de comment gérer la susceptibilité de certains collaborateurs, c'est-à-dire faire remarquer une erreur sans que le collaborateur ne se ferme complètement. Alors ça, c'est compliqué, ça touche au psycho, ça touche à la sensibilité, ça touche à blessure narcissique, ça touche à plein de choses. Ce qui est sûr, Natacha, c'est qu'il faut le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un moment où il faut le faire. On a des clients en ce moment qui nous parlent presque de ça, tu vois, et qui rentrent par le sujet comme ça, en disant on a des collaborateurs qui sont pas à niveau, mais personne n'a osé leur dire. C'est ça. Et alors ça, c'est très, très désagréable, hein, quand personne n'ose vous dire quelque chose que tout le monde sait. Il faut aussi se mettre à la place du collaborateur. Il est important, par respect pour lui, de lui dire les choses. Susceptibilité, parce que c'est quelque chose qui est à gérer, à travailler. On sait bien, on manage de façon individualisée. Peut-être que certaines personnes peuvent aider à dire les choses, des relais dans l'équipe, des personnes un peu tiers, hein, parfois, on parlera presque de médiation, qui aident à faire passer les messages. Mais il faut dire les choses. Les susceptibles resteront de toute façon les susceptibles sur des mécanismes psychologiques un peu compliqués à dénouer. L'entreprise ne peut rien faire pour ça. Par contre, il faut dire les choses. Effectivement, si je reprends, il y a encore 15 jours, un manager me disait, moi, je donne 2 verts pour un rouge. C'est-à-dire, voilà, ça c'est un peu la méthode, hein, comment je vais d'abord dire ce qui va bien et ce qui effectivement protège la personne, et je dis le rouge. Et quand on se repose la question d'ailleurs de l'exigence, regardons notre vie et peut-être qu'on a avancé grâce à des personnes qui nous ont d'abord dit ce qui n'allait pas. Hein, et c'est ça aussi qui nous a fait avancer. C'est un sacré cadeau, ouais, c'est un cadeau. De dire les choses. Tout à fait. Alors après, il y a la manière. 2 verts et un rouge. C'est ça. À condition que les verts soient honnêtes et sincères. Tout à fait. Et ce qui fait basculer d'ailleurs de la bienveillance à l'authenticité. Hein. Certaines entreprises aujourd'hui développent la bienveillance, mais est-ce que la bienveillance, c'est aussi savoir dire, bah oui, c'est être authentique, c'est savoir dire le rouge. Et pas la complaisance. 2 verts et un rouge. Ouais, tout à fait. Et pas la complaisance. Plus de questions de mon côté. Super. Merci beaucoup, Cécilia. Merci, Dorothée. Merci Pierre. Pour ce moment de partage. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Rendez-vous très bientôt. Suivez notre actualité. On prend la parole quasiment tous les mois autour de ces grands sujets de management et de quelque chose, parce que c'est notre positionnement. Management et QVCT, management et performance, management et orientation client. On est passionné par le management et on accompagne nos entreprises sur le sujet toute l'année. Tout à fait. Passez un excellent week-end et bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. C'est vrai, c'est les vacances dès ce soir. À très bientôt.